Alors j'imagine que vous savez qu'un des risques environnementaux majeurs actuellement sur la planète, c'est l'eau. Ça ne vous aura pas échappé. Ça a fait l'actualité encore tout l'été chez nous. Et je n'ai pas des bonnes nouvelles. Il y a des régions entières du globe qui se désertifient, qui s'assèchent. Et par ailleurs, les ressources glaciaires se tarissent. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Moi, je ne suis pas scientifique. Mon métier, c'est d'écrire. Je fais les récits de mes voyages, de mes expéditions. Je fais du reportage et je travaille pour du documentaire. En soi, c'est un métier assez risqué parce que, en gros, je cherche du travail tous les matins. Mais ce n'est pas de ce risque-là qu'on va parler aujourd'hui, on va vraiment parler du stress hydrique. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai des notions assez solides, heureusement, de glaciologie, d'hydrologie. Il se trouve que j'ai fait des études de géographie un peu partout à travers le monde, un peu en France, puis après je suis parti. J'étais au Canada, j'ai achevé une partie de mes études en Inde, dans l'Himalaya oriental, et puis ensuite j'ai entamé un doctorat à Moscou. Alors ce doctorat, je ne suis pas allé jusqu'au bout, d'abord parce que la carrière de l'enseignement n'était pas vraiment ce qui m'appelait le plus, et ensuite parce que j'avais moi vraiment envie d'apprendre avec mon sac sur le dos, de partir sur le terrain, vraiment de glaner les connaissances par l'expérience. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis parti beaucoup à l'aventure. À 19 ans, j'avais déjà pris une année de césure. Je vais vous dire, comme les études étaient mal parties, j'avais pris une grande année de césure et j'avais acheté des chevaux en Mongolie. J'avais 19 ans. Et on avait traversé, on était deux à l'époque, la Mongolie, la Chine, le Tibet, et puis on s'est retrouvés au Népal. Ça a été mon premier grand voyage, sur plusieurs mois, un voyage fondateur, et puis ça a été le voyage qui m'a fait découvrir cette région du monde. Alors, on va appeler ça l'Eurasie, on peut appeler ça l'Asie centrale. C'était mes premiers pas dans cette région du monde dans laquelle j'allais passer 10, 15 ans de mon existence. J'y suis revenu d'abord au Pakistan pour faire des expéditions en montagne sur les plus longs glaciers de montagne du monde. Alors moi, je suis un alpiniste amateur. Ça me sert surtout à aller voir ces endroits qui sont inaccessibles autrement si on ne pratique pas l'alpinisme. Mais au-delà de l'alpinisme, ce qui m'intéresse dans ces régions, c'est l'importance de ces monstres glaciaires pour les populations en aval. Vous savez que l'Inde ou le Pakistan vivent en partie de la fonte saisonnière des glaciers himalayens. Alors après, j'ai travaillé pendant plus d'une décennie dans les pays ex-soviétiques, et notamment en Asie centrale. Donc, vous savez, tous ces pays en stand que personne ne sait agencer correctement sur la carte, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, etc. Et je me suis retrouvé dans une région que j'avais étudiée sur les bancs de la faculté de géographie, et qui est la région de la mer d'Aral. Alors je m'aperçois que j'ai oublié de prendre la zapette. Voilà. Merci beaucoup, Pierrot. Allez, voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mer d'Aral ? La mer d'Aral, c'est cette grande mer en Asie centrale qui s'est asséchée en quelques décennies. Vous la voyez dans les années 60 à gauche, et en 2023, aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus rien. En réalité, c'était un lac, puisque le relief en Asie centrale ne permet pas à l'eau de couler jusqu'aux océans ouverts. Donc il remplit les grandes dépressions d'Asie centrale. Mais c'est un lac salé qui est suffisamment vaste pour que les gens l'aient appelé une mer, et c'est devenu la mer d'Aral. Vous avez sans doute vu ces images déjà. En s'asséchant, la mer d'Aral a laissé sur le fond, qui est devenu un désert, ces bateaux. Et les pêcheurs ont évidemment cessé leur activité. Une bonne partie de la population a quitté les rivages de la mer d'Aral. Alors pourquoi ? Pourquoi la mer d'Aral s'est asséchée ? Parce qu'à l'époque soviétique, dans le cadre de l'économie planifiée, on avait attribué à ces pays, notamment l'Ouzbékistan et le Turkménistan, une spécialité agricole. On leur avait demandé de produire du coton, et puis du riz aussi. Or, ce sont des régions désertiques, très arides. Et ce sont aussi, vous n'êtes pas sans le savoir, le coton et le riz, des cultures extrêmement gourmandes en eau. Vous savez par exemple combien il faut de litres d'eau pour produire un t-shirt en coton ? Je suis certain que parmi vous, dans l'Assemblée, beaucoup de spectatrices et de spectateurs portent des vêtements en coton. Un t-shirt en coton, c'est 3000 litres d'eau. Pour les jeans, c'est jusqu'à 10 000 litres d'eau. Un jean comme j'ai là, c'est jusqu'à 10 000 litres d'eau. Et donc, on a asséché la mer d'Aral à force de spécialiser les cultures d'Asie centrale dans le coton et le riz. Le fleuve, à force d'être détourné pour l'irrigation des cultures, il a fini par s'amoindrir. Il a fini par se tarir. Son débit a tellement baissé
qu'il a cessé d'atteindre l'ancienne mer. Et qu'au lieu d'être un grand estuaire ouvert sur une mer en pleine santé, il est devenu ce ridicule petit filet d'eau qui se perd au fond des sables de l'Asie centrale. On le voit très bien sur cette carte qui est assez complexe, mais regardez juste les traits bleus. Les traits bleus, ce sont les fleuves. Et vous les voyez, ils partent des sources à droite, ils grossissent, et puis après ils se mettent à maigrir à nouveau. Et au lieu d'arriver encore plus large au niveau de l'ancienne mer d'Aral, eh bien, ils se perdent en de petits filets dans le désert. Et c'est comme ça que les fleuves d'Asie centrale sont morts. Alors avec des camarades, on a décidé d'aller voir ce qu'il en était aujourd'hui, parce que cette histoire de la mer d'Aral asséchée à cause de la culture intensive du coton sous l'URSS, elle est assez connue. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, le problème n'est pas résolu. Ils auraient pu abandonner la culture du coton. Et en réalité, le problème continue à s'aggraver. Donc on est reparti de la mer d'Aral avec 2-3 camarades, et on s'est dit on va remonter intégralement le cours d'un fleuve qui s'appelle l'Amou Daria, et qui est le plus grand fleuve d'Asie centrale. Cette fois, on l'a fait en allant voir tous les gens qui vivent du fleuve. Les pêcheurs en mer, il n'y en a plus, mais on en a trouvé encore dans le fleuve. On est allé voir les cultivateurs de coton, qui vivent encore complètement de leur culture. Parce que lorsque vous achetez des vêtements en coton en France, ils viennent pas seulement d'Asie centrale, ils peuvent venir d'Inde, ils peuvent venir d'Afrique, ils peuvent venir des États-Unis, mais ils viennent en partie d'Asie centrale. C'est-à-dire que la consommation qu'on a en France a des répercussions globales. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas produit ici et il ne sollicite pas l'eau de nos rivières que ça ne crée pas des désastres écologiques beaucoup plus loin sur la planète. On est allé voir ces grandes cités de la route de la soie. Vous savez, l'Asie centrale, c'était la route de la soie. Et ces cités de la route de la soie, elles sont nées grâce à l'irrigation, parce qu'elles sont dans des grands déserts. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une explosion démographique en Asie centrale, et qu'il y a des agglomérations conséquentes qui se sont construites autour de ces anciennes cités des routes de la soie, et qu'évidemment, elles aussi, elles consomment de plus en plus d'eau, et le problème continue à s'aggraver. En remontant un peu plus haut, un peu plus en amont, le cours du fleuve Amou Daria, on est arrivé en Afghanistan. Parce qu'à cet endroit-là, le fleuve est frontalier de l'Afghanistan. Et depuis le retour des talibans en 2021 à Kaboul, au pouvoir, une famine menace en Afghanistan. Et donc les talibans ont décidé, eux aussi, de creuser un canal d'irrigation conséquent, voire considérable, afin de mettre en culture le nord de l'Afghanistan et de pouvoir accéder peut-être à une souveraineté alimentaire pour nourrir les Afghans. Ce projet de canal afghan, qui est tout récent, eh bien, il menace de prélever, lui, jusqu'à 25% des eaux du fleuve. Quand on sait déjà le drame qu'il y a en aval, eh bien évidemment, ça donne des sueurs froides à tous les pays d'Asie centrale. Et puis, on a voulu aller voir les sources du fleuve Amou Daria. Les sources du fleuve Amou Daria, ce sont des glaciers gigantesques. Vous savez, l'Asie centrale, c'est une région très aride. Il n'y pleut pratiquement jamais. Et donc, l'essentiel de l'eau qui permet la vie, parce qu'on la boit, parce qu'elle sert à cultiver les champs et qu'elle sert aussi à l'industrie, eh bien l'essentiel de l'eau, elle coule des montagnes. Et les montagnes, ce sont des glaciers, des réservoirs glaciaires. Les précipitations, elles tombent en montagne, essentiellement l'hiver, sous forme de neige. Avec le froid, elles deviennent de la glace. Et cette glace, elle reste l'été. Et c'est un potentiel de fonte qui permet d'alimenter les fleuves et en traversant les déserts, qui permet la vie, qui permet les cultures, qui permet la consommation du quotidien. Donc ces grands glaciers, on en a choisi un qui s'appelle le glacier Fedchenko, qui est le plus long de glacier de montagne du monde, qui fait 77 km de long, avec une profondeur maximale d'1 km. Et c'est ce glacier, plus tous les autres, qui permettent à l'Asie centrale de vivre dans des régions tout à fait arides, en fondant et en alimentant les fleuves. Ce sont un petit peu ces glaciers, si vous voulez, le château d'eau de l'Asie centrale. Évidemment, vous savez qu'il y a le réchauffement climatique partout actuellement sur la planète et que ces glaciers sont menacés. Alors en Asie centrale, les glaciers n'ont pas encore totalement commencé leur fonte. Et par ailleurs, la fonte des glaces, au début, c'est assez trompeur parce qu'il fait plus chaud, donc il y a plus de glace qui fond. Et donc dans un premier temps, dans vos rivières, vous avez plus d'eau. Et ça, c'est trompeur parce qu'un jour, la masse du glacier aura suffisamment maigri pour que son potentiel de fonte, en réalité, soit devenu absolument minime. Il pourra faire aussi chaud qu'on veut, et de toute façon, il n'y aura plus de glace à faire fondre. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer chez nous, dans les Alpes. Vous savez que les glaciers des Alpes fondent beaucoup plus vite que la moyenne des glaciers du monde. Vous connaissez sans doute la mer de glace,
Peut-être y avez-vous été. Moi, j'ai fait mes premiers pas sur ce glacier il y a 25 ans, mes premiers pas d'alpiniste. Et je me souviens encore d'une... Alors, ce n'était pas comme au début du XXe siècle, mais il y avait encore une étendue glaciaire blanche jusqu'au fond de la vallée. Et aujourd'hui, c'est devenu cette espèce de tas de cailloux qui recouvre en partie le glacier. Un glacier qui a beaucoup reculé, bien sûr, mais qui a perdu beaucoup en épaisseur. Parce que vous savez qu'un glacier, ça ne fait pas que reculer, ça fait surtout... ça perd de l'altitude, de l'épaisseur de glace. Ça perd de la masse, comme on dit. La mer de glace et tous les autres glaciers alpins, ce n'est pas anodin, leur fonte. Ce n'est pas un problème esthétique pour les gens qui veulent aller admirer les glaciers l'été ou qui veulent skier l'hiver. Non, ça a des conséquences très concrètes. Et dans un fleuve tout proche d'ici, que vous connaissez bien, qui s'appelle le Rhône. Je ne vous mets pas une photo, vous connaissez. Eh bien, le Rhône, il connaît déjà une baisse de débit l'été assez marquée. Ce qu'on appelle l'étiage, c'est-à-dire son débit minimal, qui en général est à la fin de l'été, eh bien, il va être de plus en plus bas. Et les experts nous promettent que dans un avenir proche, le débit du Rhône baissera dans des proportions de 20 à 30%. Sur le Rhône, il y a des millions de gens qui vivent, vous notamment. Il y a de l'agriculture, il y a de l'irrigation, il y a aussi des centrales nucléaires à refroidir, par exemple. Donc vous voyez que tout ça est très concret. Encore ne produisons-nous pas avec l'eau du Rhône tout ce que nous consommons. Parce que si on devait produire avec les eaux du Rhône, par exemple, tous les t-shirts en coton, que nous portons, eh bien, sans doute qu'il n'y aurait plus une seule goutte en fait, dans l'estuaire du Rhône en Camargue. Si on devait produire tous nos jeans avec l'eau du Rhône, je ne sais vraiment pas à quoi ressemblerait l'eau du Rhône. Donc encore une fois, notre consommation a une signification globale. Parce que, en réalité, notre consommation ici, elle peut être un petit peu, invisible. Ses effets sont invisibles, mais en réalité, à l'autre bout du monde, en Asie centrale, si je reprends cet exemple, eh bien, les conséquences, elles, sont tout à fait notables. Donc, comment vous dire ? En réalité, nous allons devoir nous adapter dans ce monde à des conditions que nous avons nous-mêmes engendrées, à des conditions dégradées. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit d'aller faire les boutiques et de vous offrir les vêtements dont vous rêvez, mais je vous invite à le faire avec parcimonie, vraiment avec parcimonie, et en gardant à l'esprit une chose que vous savez, mais je le répète, c'est que les ressources de cette planète ne sont pas infinies. Et en réalité, elles sont de plus en plus limitées. Voilà, je vous remercie.